Alors bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette session de notre podcast MF Inspires Miampa de Géant. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une invitée, une personne remarquable que je ne connaissais pas, mais que je mettrai dans la catégorie des pépites que j'ai découvertes au Canada. C'est le genre de personne qu'on ne connaissait pas, mais qui en deux, trois mouvements, deux, trois phrases, on voit beaucoup d'affinités. On est prêt à essayer des projets. Et ça a été un grand plaisir depuis que on s'est mis ensemble. On a fait pas mal de projets, on continue de travailler ensemble. Et donc, même si ça paraissait évident, ça a été une très grande joie quand elle a accepté de participer à ce jeu qui est de venir répondre à mes questions pour ce podcast. Je pourrais passer toute la journée à parler de cette personne, mais je préfère lui laisser le micro parce que elle sait manipuler les mots, donc je préfère lui laisser le soin de se présenter et de nous faire l'honneur de répondre aux questions qui vont suivre. Donc sans plus tarder, je vais laisser le micro à l'invité. Bonjour Vanessa et bonne arrivée. Bonjour Maoussé et merci de me recevoir ici aujourd'hui. D'accord. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi ton nom? Je sais que c'est un nom pas court, mais c'est quoi ton nom déjà? Parce que Vanessa est l'un des noms qu'on te connaît le plus, mais comment tu t'appelles déjà? Oui, je vais pas donner tout mon nom parce que comme une bonne africaine, il est très long. Je m'appelle Vanessa Inina Beya, une entrepreneure, conseillère financière. Moi, je te connais un peu, mais beaucoup ne savent pas qui tu es. Est-ce que tu peux te soumettre à cet exercice très difficile de te présenter un peu, de nous parler un peu de ton parcours, de ton pays de naissance jusqu'au Canada? Oui, bien sûr. Je suis d'origine gabonaise avec une maman camerounaise. J'aime le préciser parce que ça enrichit ma vie d'avoir cette dualité de culture. Oui, j'ai quitté le Gabon en 2007 pour l'Afrique du Sud pour étudier. Mais le Canada avait toujours été mon pays de rêve. Depuis que j'avais 13-14 ans, je voulais venir au Canada et malheureusement, j'ai pas pu pour des raisons évidentes. Plus tard, j'étais en Afrique du Sud, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et après 12 ans en Afrique du Sud, on a immigré avec ma famille au Canada. En 2019, nous avons débarqué avec nos valises pleines de rêves et depuis, on est là. Euh, j'ai travaillé dans différents secteurs, dans les finances, dans l'éducation, dans l'industriel, dans l'enseignement, dans les... En tout cas, j'ai une expérience vraiment très diverse. Et aujourd'hui, je me concentre essentiellement sur les finances, sur la littératie financière, l'éducation financière pour tous, particulièrement ceux qui vivent en Amérique du Nord, comme moi. Et voilà un peu mon parcours. Je sais que tu as omis beaucoup de choses et c'est normal. Et on aura l'occasion de faire ressortir quelques éléments d'ici la fin et dans les autres éditions. Mais déjà, quelle a été, je dirais, ta plus grande difficulté quand tu es arrivé au Canada? La plus grande difficulté, c'est vraiment se sentir perdu. Dès les premiers mois, j'ai compris l'expression. On a un rappeur très populaire chez nous qui a dit que le lion, lorsqu'il n'est pas dans la savane, se retrouve à manger de l'herbe. Donc en fait, j'étais vraiment hors de ma zone de confort. J'étais hors de ce que je connaissais. Je savais même pas où acheter du pain. Je savais même pas où acheter du lait. Parce en tant que mère de famille, lorsque tu te lèves le matin, tu sais exactement quoi faire, tu sais où aller. Mais je me réveillais, je savais pas par où commencer. Donc l'isolement, euh,
la sensation de ne pas maîtriser les choses, de ne rien contrôler. Ça, oui, c'était ma plus grande difficulté. Et c'est pour ça que très vite, j'ai cherché à comprendre le système en place, à me familiariser avec l'endroit où j'étais, avec les systèmes, avec, pour pouvoir me sentir à la maison. Parce que quand on arrive au Canada, on vous dit bienvenue chez vous. Et j'avais pris la décision, j'avais fait le choix de venir vivre au Canada. Alors il fallait que je m'adapte. Très vite, d'ailleurs. Alors, à ce sentiment d'être perdu, est-ce que tu as aussi eu droit à est-ce que je vais appeler ça discours? Généralement, quand on arrive, quand on est nouveau, on se rend compte après un certain nombre de temps qu'on a tous écouté la même chose du genre. Il faut retourner à l'école, tu n'as pas l'expérience canadienne. Un peu comme s'il faut rentrer dans les rangs. Est-ce que tu as eu droit aussi à ce discours quand tu es arrivé? Heureusement pour moi, non. Heureusement pour moi, non. En partant, je savais que on m'avait proposé de devenir enseignante. J'ai enseigné toute ma vie, de façon aléatoire, je dirais, de façon involontaire aussi. Et je continue d'enseigner, mais je n'ai jamais voulu devenir enseignante. Parce que je sais à quel point ça demande de l'énergie d'enseigner tous les jours. Donc ça, on me l'avait proposé avant de venir. J'avais déjà dit non, ça ne m'intéresse pas. Et heureusement pour moi, quand je suis venue, première semaine, il fallait faire les documents. Deuxième semaine, j'ai trouvé du travail. Et un travail dans mon domaine. Donc j'ai pas eu ces difficultés. C'était en 2019, avant la Covid, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient encore disponibles. Mais ça n'a pas été le cas pour mon mari, par contre, lui qui est ingénieur. Il a fallu qu'il aille se faire un bridging course. Et même après ça, ça n'a toujours pas marché. Donc oui, j'ai vécu ça dans ma vie, mais pas directement. C'était pas moi-même. Moi, j'ai trouvé le travail dès la deuxième semaine de mon arrivée au Canada. D'accord. Alors, toujours aussi un peu dans le même sens, on a généralement, quand on vient, on est avec les gens de sa communauté, les gens de son pays, etc. Et on se rend compte un peu que la mentalité ne change pas toujours. C'est ce qu'on remarque le plus souvent, c'est des gens qui pensent toujours comme en Afrique. Et donc ça influence un peu les conseils qu'on donne. Quand on a des idées de projet, on va vers ces genres de personnes. Le retour n'est pas toujours favorable ou encourageant. Est-ce que tu as vécu aussi des scènes pareilles? Ah oui, 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 oui. Une des choses qui me fascinait au départ, c'était de voir comment certaines communautés s'en sortent. C'était de voir comment certaines communautés ont des secteurs où ils brillent, où ils sont reconnus, ils sont super performants. Par exemple, l'immobilier. Par exemple, c'est quoi le corporate world, donc le business. Dans les entreprises, il y a des gens qu'on voyait tout le temps qui étaient toujours là. Je demandais, je m'interrogeais, j'ai approché des personnes pour demander comment est-ce que ces personnes font. Quel est le système? Comment est-ce que nous aussi on peut le faire? Comment est-ce que moi je peux le faire? Et les réponses étaient toujours oh, tu sais, c'est pas facile. Oh, c'est difficile. Mais eux, ils trichent. Mais eux, ils font ci. En fait, cette mentalité de ne pas essayer de justifier le, le, l'avancement des autres. Parce que, oui, il y en a forcément qui trichent, mais ils sont combien? Sur 100%, combien trichent pour y arriver? Donc voilà, comme tu disais, la mentalité, c'est quelque chose sur laquelle on peut faire beaucoup d'améliorations, beaucoup d'efforts. Cet effort-là d'aller chercher l'information correcte, cet effort-là d'aller doser, parce que c'est ça aussi, la peur d'oser. Ça, j'ai rencontré ce milieu-là où, en fait, on n'avance pas beaucoup. Et je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts depuis ce temps. En tant que communauté, on a fait beaucoup de... on n'est pas encore où on devrait être, je le dis. On n'est pas encore où on devrait être, mais on n'est pas où on était hier. Donc on a avancé quand même par rapport à quand moi je suis arrivée, en tout cas de mon constat. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver. Il y a beaucoup de nouveaux immigrants, de nouveaux arrivants. Donc oui.
Est-ce que déjà tu penses aussi, comme certains, que la mentalité francophone est différente de la mentalité anglophone? Ah, pour avoir vécu dans les deux mondes, oui, oui, totalement. Je pense que le monde anglophone est beaucoup plus centré sur le business, le développement personnel. Et le monde francophone, je veux pas être trop négative, mais les réalités sont très, très différentes. Je vis dans le monde anglophone depuis près de 20 ans, mais je vais pas encore commenter plus que ça pour ne pas vexer les gens, mais il y a quand même une bonne différence. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourra apprendre du monde anglophone. Pour quelqu'un qui est très bilingue et qui a quand même décidé d'entreprendre au Canada, puisque quand on arrive, on ne connaît personne, à quel moment tu t'es dit, il faut quand même que je mette en place quelque chose pour moi, il faut que j'entreprenne? Dès le départ, hein, dès le départ, parce que je suis une entrepreneur de formation. J'ai une licence en entrepreneuriat et gestion des petites entreprises. Donc, dès le départ, c'était toujours dans mes corps de commencer quelque chose. Mais c'est vrai que avec le quotidien, je me suis lâchée un peu. Je me suis lâchée pendant quelques années à me préoccuper à acquérir un premier bien immobilier, à me préoccuper à faire plus d'enfants, à me préoccuper à faire ci, à faire ça. Je me suis déconcentrée de mes objectifs. Donc oui, j'ai toujours eu cette fibre, ce besoin d'avoir quelque chose à faire, un business. Mais j'avoue que depuis l'année dernière, depuis à peu près juillet, août, septembre, je suis beaucoup plus active dans l'entrepreneuriat, de sorte à ce que je n'ai envie de faire que ça. Alors, pour avoir déjà entrepris avant d'arriver au Canada et aussi depuis que tu as commencé par entreprendre au Canada, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais aux gens? Parce que, encore une fois, on arrive, le Canada c'est très grand. Quelle que soit la province où on se trouve, on reconnaît que sa province est grande. On ne connaît personne. Des fois même, on parle difficilement l'anglais. On est francophone dans une province anglophone. Donc, avec tous ces défis, est-ce que tu recommanderais quand même aux gens d'entreprendre? Ça, c'est une question qui serait... je suis très biaisée. Parce que comme je disais, je suis une entrepreneur. C'est vrai que l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout facile, mais les récompenses en valent la peine. Ça en vaut la peine. Pas forcément du côté monétaire, mais ce contrôle-là de ton temps, ce contrôle de tes objectifs, de ta vision, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et je conseillerais à tout le monde, même si ça ne veut pas forcément dire, quand on est entrepreneur, ça ne veut pas forcément dire d'abandonner son GOB. On peut continuer à travailler si on le souhaite, si on cherche cette stabilité-là. Mais il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qu'on peut faire, qu'on peut ajouter à la société. Et j'imagine que tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce qu'il faut forcément des employés. Mais je conseillerais au maximum de personnes d'essayer quelque chose. C'est pas besoin d'être le super, pas besoin d'être le plus grand. Mais parce que on a bien vu hein, pendant Covid et après ça jusqu'aujourd'hui comment facilement on peut perdre son emploi, comment facilement si on n'a que cette source de revenus, on peut se retrouver voilà à ne compter que sur sa carte de crédit qui est très limitée. Alors, est-ce que tu pourrais aussi mentionner certains des atouts pour ceux qui veulent entreprendre? Par exemple, un des défis que l'on a, c'est d'avoir les moyens, les sous, pour, ne serait-ce que pour commencer. Est-ce qu'au Canada, tu penses qu'on a quand même quelques atouts dans ce sens-là? Si tu peux mentionner deux ou trois pour quelqu'un qui veut entreprendre, ce serait quand même une motivation de savoir que ces outils-là sont disponibles. Oui, bien évidemment. Déjà, en général, de façon, si on n'a pas un gros projet, on peut entreprendre sans rien. Ça, c'est une réalité que beaucoup n'y pensent pas. On peut entreprendre sans rien. On peut entreprendre avec ce qu'on a déjà. Est-ce qu'on a un ordinateur? Est-ce qu'on a une connexion Internet? Est-ce qu'on a un téléphone? Il y a tellement de choses qu'on peut faire.
On peut devenir un consultant, on peut devenir un enseignant sur des plateformes pour pouvoir justement récolter l'argent pour évoluer. Mais qu'à cela ne tienne, si on a un projet qui est un peu plus, qui a besoin de ressources, hmm, au Canada, il y a du crédit disponible. Au Canada, il y a des, comment ça s'appelle, des grandes, Subvention? des subventions qui sont disponibles, particulièrement pour les communautés immigrantes. Il y en a énormément. Au Canada, il y a des, j'imagine qu'aux États-Unis aussi, il y a beaucoup d'opportunités. Si vous avez un, un bon business plan, donc un bon plan de business, vous avez de l'expérience, vous avez fait votre étude de marché, même si ce n'est pas les banques, il y a des gens qui sont prêts à investir dans votre compagnie. Mais moi, je conseillerais aux gens, tant que si tu n'as pas été dans le domaine déjà, commence petit, fais des erreurs, apprends et maintenant tu fais l'économie de Shell. Tu agrandis ton business au fur et à mesure. Alors, je vais un peu toucher le groupe des immigrants. Est-ce que tu peux parler de deux ou trois réalités que les immigrants ne disent pas? C'est vrai que on est sur Internet, donc tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Oui, exactement, Mais, exactement. mais est-ce que tu peux dire deux ou trois choses qu'on ne mentionne pas toujours haut et fort, mais que tout le monde vit, tout le monde sait que ça existe? C'est des réalités que l'on vit comme immigrant. Oui, la première chose, la dette. D'accord? La dette, c'est quelque chose qui pèse énormément sur bon, c'est pas forcément les immigrants seulement, hein, c'est sur tout le monde. Mais nous qui venons d'ailleurs, qui n'étions pas habitués à ça, ça pèse. Ça pèse. Ça peut être des dettes de consommation comme la carte de crédit, comme le prêt automobile, comme voilà. Ça peut aussi être des dettes plus importantes comme l'hypothèque, comme une dette je sais pas, une marge de crédit pour autre chose, peu importe. La dette, c'est quelque chose qui pèse énormément sur les gens. Et parce qu'on vit dans un cadre qui nous berce, on a l'impression qu'on est obligé de faire semblant d'être OK. Parce que quand on nous voit dans de belles maisons, de belles voitures, on se dit, ah, ben, eux, au moins, ils sont au Canada, ils vivent bien. Mais il y a énormément de réalités. Il y a aussi le stress. Il y a donc la santé mentale. C'est quelque chose de vraiment, vraiment important dont on n'en parle pas dans la communauté. On n'en parle pas. On sait pas vers qui aller. Et il y a également le manque de littératie financière, le manque de connaissances financières, le manque de... En fait, on se dit que le gouvernement va s'occuper de nous. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est travailler, manger, dormir. On veut minimiser d'ailleurs notre revenu pour maximiser nos prestations gouvernementales. J'ai vu ça beaucoup dans certaines régions. Mais vous ne pensez pas à l'avenir. Quand on fait ça, on ne pense pas à l'avenir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que les prestations gouvernementales, c'est bien, mais ça ne permet pas de se développer. Ça ne permet pas de vivre sa meilleure, comment on dit en anglais, vivre sa best life. Ça permet à peine de survivre. Donc, toutes ces réalités-là, tu as demandé trois. Voici les trois choses, je pense, qui sont super importantes, surtout pour la littératie financière. Ça, j'ai remarqué que beaucoup ne comprennent pas le système. Tout ce qu'ils savent, c'est que si je gagne 30 000, 40 000 dollars, j'ai plus de prestations familiales. Et mon conjoint, ma conjointe peut rester à la maison et on mange c'est de l'argent gratuit. Mhm. Mais quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences pour demain? Je travaille, j'aurai ma pension. On est là depuis moins de 40 ans. Enfin, on va faire moins de 40 ans jusqu'à la retraite. Combien est-ce qu'on va recevoir? Parce que même les gens qui reçoivent 40 ans, donc le montant total, ne sont pas satisfaits. Et d'ailleurs, pour faire la parallèle, ces personnes-là, pour au moins 30-40%, ont reçu un héritage de leurs parents, de leurs grands-parents ou d'un membre de famille. Une chose que nous, on n'a pas. Donc le lifestyle dans lequel on se retrouve, je vais dire, coincé ou forcé, pour certains qui se sentent obligés d'imiter,
Donc, c'est-à-dire avoir une jolie voiture, avoir une jolie maison, voyager, se faire les cheveux chaque 2 semaines, se faire les ongles. Ce lifestyle, il est basé sur certaines réalités que nous, on n'est pas inclus dedans. Un autre commentaire que j'aimerais ajouter, par exemple, en ce moment, il y a je sais quoi, un grand transfert de fonds qui se font entre la génération de baby boom et leurs enfants, leurs petits-enfants. Mais nous, on n'est pas concernés. Est-ce qu'on s'en rend compte? Donc, lorsqu'on va voir notre collègue qui, lui, change sa voiture chaque 2 semaines, chaque 2 ans, qui, lui, à chaque 2 semaines, est chez le coiffeur, notre collègue, l'autre, la dame qui est toujours à faire ses ongles, toujours en train de faire du shopping. Est-ce qu'on veut l'imiter? Est-ce qu'on veut vivre comme elle? On n'a pas les mêmes réalités. Nous, on a des gens qui nous attendent derrière, qui comptent sur nous aussi. Donc, c'est tout ça, toutes ces choses-là qui vraiment, les gens n'en parlent pas, peut-être par manque de connaissances ou par envie de se montrer OK, par honte de montrer ses faiblesses, je sais pas. Mais en tout cas, il y a d'autres réalités au Canada. Et il faut être sur place. Quelqu'un m'a dit, on m'avait pas bien expliqué. Bah, si on t'explique, tu aurais dit, on veut pas que tu viennes au Canada. Il faut être sur place pour comprendre. Alors, un autre point aussi important, je pense, c'est la visibilité. Est-ce que tu penses qu'on est un peu mal à l'aise quand il faut travailler sur sa visibilité? Est-ce que c'est important d'être visible au Canada? Et est-ce que tu ressens un peu cette réticence-là à se mettre devant, à s'afficher, voilà, en tant que personne arrivée au Canada qui cherche un peu ses repères? Est-ce qu'on a ce défi d'être visible? Oui, bien sûr. Bah, ça c'est culturel, hein. Ça, c'est culturel. C'est l'éducation qu'on reçoit, d'être humble, de baisser la tête, de ne pas regarder dans les yeux, de toujours se mettre en bas. Et la crainte aussi des conséquences lorsqu'on est en vue. Parce que c'est les requêtes, c'est les demandes, c'est les jalousies du milieu d'où on vient. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que la plupart des gens veulent vivre discrètement. Une photo pour les amis, mais c'est pas pour le pays, c'est-à-dire. Donc, une, deux vidéos pour les gens qui me connaissent, mais ça s'arrête là. Mais c'est très, très important d'être visible. Pourquoi? Parce que ça crée de la confiance. Ça crée du réseautage. Et le réseautage est très puissant. Très, très puissant. Je me souviens, je ne sais pas si c'est la vraie raison, mais quand je venais d'arriver, quelqu'un avait fait un commentaire qui disait pourquoi est-ce qu'il y a moins de CEO, donc de PDG, moins de personnes noires ou de notre communauté, peut-être pas de notre communauté, qui sont pas à des postes de responsabilité. Et la personne avait commenté que c'est aussi à cause de l'influence. Parce que lorsqu'on va mettre, je veux dire, on va mettre un arabe, on va mettre un italien, on va mettre je sais pas, un juif, n'importe quelle communauté. Toute sa communauté va le soutenir. Donc, on sait déjà qu'il y a une communauté qui va acheter ces produits-là. Parce que ils ont leur PDG, qui est là-bas, leur frère qui est PDG là-bas. Et nous, on n'a pas cet effet d'influence-là. On n'a pas ça. Mais c'est quelque chose qu'on peut développer. Et ça passe par justement la visibilité. Le réseautage permet de se faire connaître, surtout quand on est un entrepreneur. On va pas forcément utiliser vos... Donc, si on se connaît, toi et moi, Maoussé, tu sais que je suis conseillère financière, tu vas pas forcément utiliser mes services. Mais si quelqu'un t'approche avec un problème financier, je serai parmi les personnes auxquelles tu vas penser. Car oui, ah oui, je connais une bonne, une amie qui est conseillère financière, je vais te passer son numéro. Donc là, se faire référer, ça passe par ça passe par être visible. Mais si tu savais pas que moi tu me voyais pas, tu me connaissais pas, tu savais pas que j'étais conseillère financière, j'aurais manqué cette opportunité. Et même si tu savais et tu m'as vu quelque part, mais on n'a jamais échangé, il y aurait eu ce doute. Mais le fait qu'on ait réseauté, qu'on ait échangé, voilà, qu'on ait fait des choses ensemble, cette confiance, elle est là. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui te demande des informations, c'est vers moi que tu vas les envoyer. Donc, ça, c'est important quand on est un entrepreneur.
Même si on n'est pas un entrepreneur, même lorsqu'on sait qu'on est un employé qui cherche à grandir, à avoir une carrière florissante, on a besoin de réseauter. La personne qu'on fait monter, c'est pas la personne la plus performante. C'est la personne qui sait se comporter dans la salle de réunion. C'est celle-là qui sait s'adresser à telle personne, qui sait discuter, qui sait s'accommoder. Parce que cette personne sera amenée à aller en voyage avec les clients, à aller dans des cérémonies avec des clients. Il faut que cette personne soit capable de tenir des conversations, s'adapter, etc., etc. Super. Alors, si quelqu'un voudrait entreprendre aujourd'hui, quelles seraient, je dirais, les trois premières actions que tu lui conseillerais? Quel que soit le domaine du choix de la Mhm. personne. Bah, déjà, se documenter, s'éduquer le plus rapidement possible. La première, c'est le plus rapidement possible. Regardez l'industrie dans laquelle vous voulez entreprendre. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Tellement de choses qu'on peut faire. Et comme on disait quelqu'un, c'est pas parce que si on regarde dans les centres commerciaux, par exemple, on peut avoir 3 5 magasins, 10 magasins de vêtements. Ça n'empêche pas un 11e magasin de venir s'installer. Donc ne vous dites pas qu'il y a déjà trop de monde, c'est saturé, c'est comme si, c'est comme ça. Il y a toujours de la place pour un de plus. Surtout si vous arrivez à vous différencier ou si vous arrivez à attirer la clientèle. Donc ça, essayez de vous documenter sur ce que vous voulez faire, sur est-ce que l'industrie est grandissante, est-ce qu'il y a de l'avenir, est-ce qu'il y a des permis, des licences, est-ce qu'il y a des choses à obtenir. Deuxième chose, travailler sur votre développement personnel, sur la mentalité, sur la persévérance, sur la persistance, sur la résilience, travaillez dessus et lancez-vous. Lancez-vous, moi je préfère toujours dire lancez-vous petit, apprenez, faites des erreurs, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'améliore. Si l'enfant en se levant ne tombe pas, ne saura pas qu'il faut qu'il tienne son équilibre. C'est en tombant, se relevant, en tombant, se relevant, en tombant, se relevant. Il fait tout pour ne plus tomber. Il apprend les techniques pour ne pas tomber. Et avant qu'on le sache, il court. Donc c'est très important de faire des erreurs. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est quelque chose que on a le complexe du perfectionnisme. On a ce problème-là parce que nos parents nous ont enseigné qu'il faut toujours être premier, il faut toujours passer, il faut toujours réussir. Oui, c'est bien, mais ça a créé en nous la peur d'échouer. N'ayez pas peur d'échouer. Comme disait quelqu'un, je n'échoue pas, j'apprends. Donc chaque échec est un apprentissage, est une leçon pour mieux faire demain. Donc ce sont mes trois conseils. Super. Je vais rebondir sur le dernier. C'est vrai que on n'est pas né dans la même famille, mais je dirais quand même qu'il y a une bonne génération qui a eu une éducation un peu similaire. Comment est-ce que, je dirais, comment est-ce que tu as pu dépasser ou comment est-ce que tu arrives à dépasser cette peur de l'échec-là? Parce que c'est une petite voix qui est très persistante, qui n'aime pas partir. Même quand elle part le lundi, mardi soir, elle revient. Tu fais quoi par rapport à cette petite voix? C'est comme je disais, c'est du self-développement, c'est du développement de soi, si on il faut parler bien du bon français, développement de soi. C'est des lectures, c'est écouter des podcasts, c'est se recueillir, pour nous qui sommes des personnes religieuses, spirituelles, c'est recueillir dans la prière. Donc c'est la mentalité en fait, c'est vraiment travailler sur son mindset, c'est être autour des personnes qui ont ce mindset. Donc, comme tu disais, la peur, elle est toujours là. Mais on essaie de la réprimer le plus possible, de faire diminuer cette voix le plus possible. Et en général, là, si on insiste, on voit les résultats. En général, si on insiste, on voit les résultats. Oui, après quelques échecs, oui, après quelques difficultés, mais les résultats sont là et ils sont bons. Donc voilà, c'est important. La peur c'est naturel. Quelqu'un expliquait qu'il y a une hormone dans le préfrontal qui est déclenchée lorsqu'on est en danger. Si on est dans le noir,
et qu'on entend un bruit, cette hormone-là agit. Si on est en train de traverser la route et qu'on voit une voiture arriver, cette hormone-là agit. Mais cette hormone-là agit aussi lorsqu'on veut faire quelque chose qui est hors de notre zone de confort. Lorsque peut-être on se dit, je vais apprendre à conduire, on a peur. Et si, dès qu'on prend le volant, et si je cogne quelqu'un, et si c'est un enfant, et si. Lorsqu'on veut entreprendre, c'est la même chose. On a tout pour commencer, et puis une fois on dit, et si ça ne marchait pas? Et si on nous porte plainte parce qu'on n'a pas tous les documents? Et si, c'est vrai, ça peut arriver, mais ce n'est qu'une réaction naturelle. C'est à nous de dire à notre corps, d'indiquer à notre corps que cette réaction naturelle est appropriée pour certaines situations, mais pas pour toutes. Donc cette situation n'est pas appropriée, on doit travailler dessus. Beaucoup de lectures, de recueillement spirituel, et bien sûr, voilà, travailler sur son mindset, la résilience, la positivité, euh, la vision surtout. Si, parce que souvent on se demande si ça ne marchait pas. Et moi je demande souvent, et si ça marchait? Et si ça marchait? Est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut, c'est quoi? Se projeter? Et si ça marchait? Où est-ce qu'on serait? Alors, il y a une question à laquelle tu ne t'attends pas, c'est est-ce que tu peux nous dire quelque chose que personne ne connaît, quelque chose sur toi que personne ne connaît ou que très peu de gens connaissent? Encore une fois, tu es sur Internet, donc tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Euh, Très peu connaissent. J'ai grandi dans un milieu vraiment très multiculturel. Au-delà d'avoir un père gabonais et une mère gabonaise, j'avais une belle-mère brésilienne. J'ai grandi autour de personnes de différentes nationalités, autant africaines qu'européennes. Et donc, ça m'a permis d'être adaptable, d'être OK dans tous les milieux, d'être OK dans toutes les situations, dans la pauvreté, parce que j'ai connu la pauvreté, même si c'était pas permanent, hein. J'ai connu la pauvreté, dans la pauvreté, tout comme dans l'embonpoint. D'accord, j'ai jamais été riche, mais en tout cas, je manquais pas à manger. Franchement, c'est des choses que les gens ne savent peut-être pas parce qu'on a tout l'impression que j'ai grandi avec une cuillère. Non, pas forcément. Pour ceux qui me connaissent vraiment, je passe partout. Je peux m'asseoir dans, comme on appelle chez nous, le mapan, où il y a des eaux usées, tout ça, façon, je m'assois, je suis en train d'avoir une conversation tranquille, sans problème, parce que j'ai vécu dans ça. Tout quand je me mets dans un milieu super huppé, super, et je serai à l'aise des deux côtés. Donc, oui, c'est ça mon petit secret. D'accord. Dernier mot pour la fin d'aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit, on a beaucoup de choses dont on peut parler. Déjà qu'on aura une autre session en anglais aussi. Mais pour faire une pause aujourd'hui, quel serait ton dernier mot? Bah, déjà que je te remercie de m'avoir invité et j'espère que cet entretien sera vu par plusieurs personnes. Ce que je tiens à dire aux gens qui, particulièrement la communauté, je pense que c'est beaucoup plus pour la communauté, mais c'est un conseil applicable à tous. On fait beaucoup de sacrifices pour étudier, on fait beaucoup de sacrifices euh, pour avoir un diplôme, pour venir au Canada, euh, énormément de sacrifices pour travailler pour notre boss, etc., etc. Mais lorsqu'il s'agit de faire un sacrifice pour nous-mêmes, pour nos rêves, nos projets, on a moins d'enthousiasme. Et ça, comme je disais, c'est motivé par la peur. Donc, travaillons-y. Travaillons sur notre mindset. Osons. Au pire des cas, on échoue. On va pas mourir parce qu'on a échoué. Au pire des cas, on échoue. Au mieux des cas, je vous laisse imaginer la suite. Comme quoi, et si ça marchait? Et si ça marchait? Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Comme je l'ai dit, ce n'est que le début du commencement. Il y aura d'autres sessions, d'autres séries de questions en anglais comme en français aussi. Et voilà, je te dis un grand merci et on se dit à la prochaine. À la prochaine, merci.